Donc, merci encore Valérie, et puis je te donne la main pour faire donc la présentation d'introduction. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous, hein. Merci de cette invitation. Donc effectivement, j'étais à Glasgow pendant une dizaine de jours pour présenter le rapport du groupe 1 du GIEC dans 4 événements formels, euh, dans le cadre du dialogue structuré d'experts, de la journée d'information sur la Terre, et puis de l'organisme pour les aspects scientifiques et techniques liés à la Convention des Nations Unies sur le climat. Donc, je commence en fait par présenter la décision du pacte de Glasgow, qui commence par aborder les enjeux science et urgence et qui fait explicitement référence à ce rapport du groupe 1 du GIEC et à ceux qui vont venir, qui sont invités déjà à être présentés l'année prochaine, qui exprime la préoccupation la plus haute et l'inquiétude la plus haute sur l'état du climat, donc 1,1 degré de réchauffement sur la dernière décennie dû à l'influence humaine, des effets qui affectent chaque région et l'urgence à rehausser l'action et l'ambition à agir dans tous les aspects au cours de la décennie qui vient. Donc, à partir de là, je veux rappeler quelques points du rapport du GIEC de cet été et montrer comment les décisions de la COP sont liées à ce rapport du GIEC, et ce qui permet aussi de comprendre ce qu'impliquent les promesses qui ont été mises sur la table à horizon 2030 ou à horizon 2050. Le rapport sur les impacts, les risques, les options d'action en termes d'adaptation vient de finir la dernière phase de relecture par les gouvernements. Et donc, il est prévu pour être communiqué début mars. Et puis, celui du groupe 3 du GIEC, il est prévu pour être terminé avec une conférence de presse début avril. Il est en train d'être en relecture par les gouvernements et les organisations observatrices pour la dernière étape de la relecture. Donc, sur le rapport sur la partie base physique du changement climatique, donc, qui est entièrement disponible en anglais en ligne, on est en train de faire laborieusement les traductions des résumés en français, de les relire pour qu'elles soient scientifiquement rigoureuses. Donc, je fais référence à quelques-uns des points clés de ce rapport qui sont repris dans les décisions de la COP. Donc, la première chose, c'est que l'influence humaine sur le climat, elle est sans équivoque, avec cette estimation que sur le réchauffement qui est observé, qui atteint donc pour la dernière décennie 1,1 degré de plus que la fin du 19e siècle, notre meilleure estimation est que l'intégralité de ce réchauffement est la conséquence des activités humaines, l'effet réchauffant des gaz à effet de serre étant un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et enfin, quand on regarde les facteurs qui pèsent le plus, donc le premier, ce sont les émissions de dioxyde de carbone, donc dues à la combustion d'énergie fossile, qui sont explicitement mentionnées pour la première fois dans une décision d'une COP, et ensuite à la déforestation, qui fait aussi l'objet d'une annonce. Et puis le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont les émissions de méthane par son effet direct et indirect précurseur de formation d'ozone en surface. Donc, il y a eu aussi en fait une annonce faite concernant les émissions de méthane. Ça n'était pas le cas d'accords spécifiques internationaux jusqu'à présent. Donc, cette influence sur le climat, elle est sans équivoque pour un ensemble d'aspects. Par exemple, la montée graduelle du niveau des mers, qui va se poursuivre à l'échelle de siècles ou de millénaires, et qui fait partie de ce que, dans le cadre des pertes et dommages, on appelle les composantes lentes, pour les distinguer des événements extrêmes. Et en ce qui concerne les événements extrêmes, le constat que l'on fait est que donc le changement climatique affecte déjà chaque région de multiples manières, des tendances, des extrêmes qui augmentent en fréquence et en intensité. C'est illustré ici pour les extrêmes chauds, les événements de pluie intense et les sécheresses de type agricole. Donc ces points-là ont vraiment fait l'objet d'une attention très particulière de la part de tous les pays avant et pendant la COP, parce que cela touche directement à la gestion de risques et à des pertes et dommages qui sont observés. Alors je veux maintenant passer sur les évolutions futures du climat. Donc dans le rapport du GIEC, on aborde 5 scénarios illustratifs très contrastés, des scénarios de hausse ou très forte hausse d'émissions de gaz à effet de serre, un scénario intermédiaire de stagnation quelques décennies et de baisse lente, et puis des scénarios de baisse ou de très forte baisse, donc qui impliqueraient une action
beaucoup plus rapide et beaucoup plus ambitieuse que ce qui a été promis au début de l'accord de Paris sur le climat en 2015 et réactualisé cette année. Les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont maintenant moins plausibles du fait des politiques publiques mises en place et aussi du fait de ruptures technologiques qui rendent la production, en particulier d'électricité décarbonée, compétitive. Alors, je précise que je parle souvent de CO2 par rapport au scénario parce que c'est le facteur qui pèse le plus sur l'évolution à venir du climat. Mais si vous regardez par exemple pour les émissions de méthane, les scénarios bas impliquent aussi une forte baisse, quasiment d'un facteur 2 à horizon 2050, des émissions de méthane. Donc, dans ce rapport, on évalue l'effet de ces différentes trajectoires d'émissions sur la température à la surface de la Terre. Ce qui est une nouveauté, c'est qu'on ne s'appuie pas uniquement sur les projections à l'aide de la nouvelle génération de modèles de climat. Certains d'entre eux, en fait, ont une sensibilité, une réponse qui est plus forte que notre estimation sur la base de notre compréhension des rétroactions, des contraintes issues des observations et des climats passés. Donc, pour les évaluations de la réponse de la température, on s'appuie sur des projections contraintes par les observations et des modèles de climat simplifiés qu'on appelle des émulateurs, qui sont cohérents avec notre évaluation indépendante des modèles de la réponse du climat. Et ces émulateurs donc, nous permettent, pour un scénario donné, d'évaluer la réponse de la température de surface. Les mêmes émulateurs sont utilisés par un ensemble d'observateurs, par exemple l'Agence internationale à l'énergie, pour traduire les promesses faites par les différents États en implication en termes de température future. Donc, ce que l'on montre, c'est que dans tous les cas, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement de l'ordre d'1,5 degré en moyenne sur 20 ans dans les prochains 20 ans. C'est dû à l'effet cumulatif des émissions de CO2 et à la perte de l'effet refroidissant des particules de pollution si on décarbone rapidement. Si on a des émissions de gaz à effet de serre en baisse ou en très forte baisse, il est possible de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés dans la fin de ce siècle. Si les émissions stagnent au niveau actuel quelques décennies de plus et baissent lentement, on dépasserait 2 degrés à horizon 2050, donc l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et l'aspiration de le contenir à 1,5 degré ne serait pas tenue. Et en fin de siècle, la plage de réchauffement correspondante, elle va de 2,1 à 3,5 degrés, c'est la plage plausible, donc 66% de confiance, et une valeur médiane autour de 2,7 degrés. Ça avait été repris par la Convention cadre des Nations Unies avant la COP26 pour définir une trajectoire plausible compte tenu de l'action, disons, très lente en cours. Alors, je précise aussi que quand on parle de réponse la plus plausible du climat, bien sûr, nous, on a une plage d'incertitude. La réponse du climat, elle est associée à une certaine fonction de distribution. Donc, on ne peut pas exclure une réponse qui soit avec une faible probabilité d'occurrence, mais plus forte. C'est illustré dans notre rapport en montrant que, par exemple, pour un scénario bas d'émissions de gaz à effet de serre, on a une réponse la plus plausible qui est d'un réchauffement qui atteint, dans ce cas-là, autour de 1,8 degré en fin de siècle. Mais on a une probabilité plus faible si on a une réponse très forte ou très très forte d'avoir un réchauffement plus important qui pourrait, par exemple, dépasser de l'ordre de 3 degrés en fin de siècle, mais avec une probabilité faible. Donc, quand on parcourt les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, peut-être les points à retenir, c'est que le réchauffement total futur, à horizon 2100, il va être en fait dominé par les émissions de CO2. C'est ce que vous voyez dans chacun des cas. La première barre, c'est le réchauffement total projeté, la plage probable. Et la deuxième barre, c'est l'effet du CO2 seul. Donc on voit que c'est celui qui domine. Et parmi les autres gaz à effet de serre, l'effet du méthane pèse assez lourdement également. L'autre point important de notre évaluation, c'est cartographier finalement sur 33 facteurs climatiques dont on sait qu'ils sont générateurs d'impact, des tendances, des extrêmes, des valeurs associées à des seuils de tolérance, les implications pour chaque région, pour ces facteurs potentiellement générateurs d'impact, de chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Et je veux juste résumer avec ce graphique que si on atteint par exemple 2 degrés à horizon 2100, pour 50% des régions continentales,
il y aura 15 facteurs simultanés qui vont changer. Et pour la plupart des régions, 96%, 10 caractéristiques qui vont changer en même temps. Donc ça montre un peu l'ampleur des enjeux en matière d'adaptation et ça souligne à quel point chaque incrément de réchauffement supplémentaire compte. Et dans l'appropriation de ce rapport par les représentants des différents pays, cette information climatique régionale, elle a joué un rôle important. Par exemple, les fiches de synthèse de 2 pages qu'on a produites pour chaque continent, en fait, ou chaque grande région, pour l'ensemble des petites îles, ça a été très largement téléchargé et ça a été utilisé à de multiples reprises dans le cadre même de ces négociations. L'Atlas interactif, par exemple, qu'on a rendu public au mois d'août, à près de 200 connexions par jour et à plus de 700 000 connexions depuis qu'il a été rendu public. De nombreux représentants de pays se sont appuyés sur ces informations pour construire leur positionnement dans le cadre des négociations internationales avant et pendant la COP26. Donc, je le résume sur une des figures du résumé technique. Si on prend le seuil de température qui est associé à une alerte en termes de santé humaine pour le travail physique en extérieur, pour une activité sportive en extérieur, on voit qu'en fait, le nombre de jours qui sont associés à cette alerte augmente fortement d'abord dans les régions tropicales et puis ensuite dans les régions des moyennes latitudes, proportionnellement au niveau de réchauffement planétaire. Et l'augmentation des extrêmes, des records de précipitations, augmente aussi pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire dans les régions de mousson comme dans les régions de climat froid ou tempéré. Donc ça illustre en fait le côté spécifique à chaque région, mais avec ces incréments de réchauffement qui augmentent en fait les aléas climatiques potentiellement facteurs d'impact. Et un aspect qui a beaucoup été repris, y compris en Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le lien entre les émissions de gaz à effet de serre à venir et les implications à des échelles de temps de décennies, siècles et millénaires sur la montée du niveau des mers en termes d'amplitude et de rythme. Par exemple, dans tous les cas, vous voyez qu'on projette un niveau de la mer qui va atteindre et dépasser 1 mètre de plus que le climat récent. En cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre, ce serait au début du prochain siècle. En cas de très faibles émissions de gaz à effet de serre, ce serait à la fin du XXIIIe siècle. Et donc, vous voyez que l'horizon temporel, le temps pour l'adaptation, pour le littoral, pour se préparer, n'est pas du tout le même en fonction du moment où ces seuils de montée du niveau des mers sont atteints. Puis les implications à l'échelle de la fin du siècle sont aussi très différentes. Donc, c'est repris en fait dans les décisions de la COP26, donc, qui soulignent explicitement que les extrêmes et leurs effets négatifs à la fois sur les sociétés humaines et la nature augmentent avec chaque incrément de réchauffement. Donc, l'urgence à augmenter l'action et l'accompagnement de l'adaptation. Les pays en développement ont demandé que la partie des fonds Nord-Sud qui sont alloués dans le cadre de la Convention climat et de l'accord de Paris ait une proportion qui double sur ce qui est alloué à l'adaptation, et c'est quelque chose qui a été décidé à Glasgow. Il y a également une attention croissante sur la question des pertes et des préjudices ou des pertes et dommages. Donc, il y a un dialogue de Glasgow qui a été mis en place avec un partenariat associé à des aides techniques. Et la décision de la COP souligne à la fois l'effet des extrêmes, mais aussi l'effet des changements graduels comme la montée du niveau des mers, comme un des facteurs majeurs en fait, sur l'augmentation de ces pertes et dommages qui touchent en premier lieu les pays les plus vulnérables qui ont peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais maintenant passer sur la partie d'un point de vue de la physique du climat, qu'est-ce qui permet de contenir le réchauffement. Donc, dans ce rapport, on a réévalué la relation en fait, entre le cumul des émissions de CO2 et leur effet sur l'évolution de la température à la surface de la Terre. Là, c'est présenté uniquement entre maintenant et 2050. C'est plus incertain après 2050. En cas de très fort réchauffement, les puits de carbone perdent en efficacité relative. Et puis, si au contraire, on a fortement réduit les émissions de gaz à effet de serre, qu'on atteint des émissions nettes négatives, on change le sens des flux de carbone entre les écosystèmes et l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête ici en 2050. Et on a réduit la plage d'incertitude sur cette relation. Et donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour évaluer les budgets carbone résiduels, c'est-à-dire
la marge de manœuvre qui nous reste en termes d'émissions de CO2 résiduelles compatible avec le fait de limiter le réchauffement à un certain niveau avec une certaine probabilité de confiance. Par exemple, pour limiter le réchauffement largement à un niveau de 1,5 degré par rapport à la fin du 19e siècle, avec 50% de chances d'y parvenir, la marge de manœuvre résiduelle est de 500 milliards de tonnes de CO2 d'émissions, sachant que chaque année, les émissions, hors la petite baisse temporaire pendant la pandémie, sont de l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 sur la dernière décennie. Donc vous voyez que la marge de manœuvre résiduelle est assez faible si on n'enclenche pas une baisse rapide des émissions mondiales de CO2. Donc, notre rapport il soulignait à quel point l'évolution future du climat, en tout cas pour la température à la surface de la Terre, elle va essentiellement dépendre des émissions à venir. Il y a peu d'inertie dans l'évolution de la température. C'est piloté par les émissions de gaz à effet de serre et de polluants dans les décennies à venir. Donc, si on prend ce qui a été acté au moment de la COP, les politiques mises en place en 2010, elles impliquaient des émissions mondiales de gaz à effet de serre, cette fois-ci en CO2 équivalent, croissantes. Les politiques actuelles, donc mises en place tenant compte des décisions prises suite aux promesses de 2015, elles impliquent aussi une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre mondiales à horizon 2030. Les promesses conditionnelles et inconditionnelles qui ont été faites au moment de la COP26, si elles sont mises en œuvre, déclinées, inscrites dans des politiques publiques efficaces, vous voyez qu'elles permettraient d'avoir des émissions entre cette année et 2030 qui soient stables, voire en légère diminution. Donc, il y a un progrès constant dans les politiques publiques mises en œuvre. Néanmoins, vous voyez le décalage important entre ce résultat potentiel et les trajectoires qui permettraient de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés par une action graduelle, une baisse qui serait nécessaire d'environ 25% pour le CO2 seul à horizon 2030, et les trajectoires compatibles avec une stabilisation, avec une baisse graduelle vers 1,5 degré. Là, pour le CO2 seul, c'est une baisse de l'ordre de 45% de 2010 à 2030. Donc, il y a toujours ce décalage qui est noté. Par ailleurs, donc, si on prend les trajectoires d'émissions entre maintenant et 2030, vous voyez que graduellement, entre 2020, les engagements avant la COP et pendant la COP, s'ils sont tous réalisés, si l'action se poursuit au rythme entre maintenant et 2030 et extrapolée dans les décennies suivantes, on serait sur une trajectoire qui amènerait le réchauffement en fin de siècle autour de 2,3 degrés, avec une plage à un intervalle de confiance de 2/3, qui irait de 1,8 à 2,9 degrés. Et en plus de cela, au moment de la COP, il y a des engagements qui ont été pris pour atteindre des émissions à net zéro, avec des périmètres un peu différents, des formulations un peu différentes, entre 2050 et 2070 selon les pays. Donc, l'estimation la plus optimiste qui en a été faite, en particulier par l'Agence internationale à l'énergie, souligne que si on a donc une stagnation jusqu'à 2030 et une baisse ensuite assez brutale pour atteindre ce net zéro autour de 2050 ou 2070 pour les pays concernés, dans ce cas-là, en fait, il n'est pas exclu de pouvoir contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, avec une estimation donc la plus optimiste autour de 1,8 et une plage qui va de 1,5 à 2,4 degrés. Néanmoins, donc, les engagements à net zéro concernent seulement 74 pays qui pèsent à peu près 3/4 des émissions mondiales. Seulement 12 de ces engagements à échelle des prochains 28 ans sont inscrites dans la loi. Pour certaines d'entre elles, il y a de vrais enjeux de crédibilité. Donc, certaines annonces, par exemple celle de l'Australie, ne sont associées à aucun chemin précis permettant de tenir cet engagement. Et à l'inverse même, le fait de revendiquer, de continuer à exploiter du charbon et du gaz. Donc, il y a un vrai enjeu, à la fois sur donc la crédibilité et la mise en œuvre de ces engagements à moyen terme, et aussi sur la possibilité d'avoir des émissions qui stagnent et qui chutent brutalement. Les spécialistes de l'énergie, les spécialistes des investissements dans le secteur de l'énergie considèrent que c'est quelque chose qui est assez peu plausible s'il n'y a pas en fait une action plus graduelle qui monte en puissance dans les années qui viennent.
Donc, la partie atténuation des décisions de la COP26 rappelle l'objectif de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et à 1,5 degré. Ça peut impliquer le fait de prendre en considération des trajectoires où on dépasse 1,5 degré à court terme et on y revient en fin de siècle. Cela n'est possible que si on est capable d'éliminer à grande échelle du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable. La COP26, elle s'appuie sur le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement, sur les ordres de grandeur de baisse nécessaires, ce que je rappelais tout à l'heure, les enjeux à accélérer l'action dans la décennie qui vient, tout en soulignant les enjeux d'équité et de responsabilité différenciée, en particulier donc, entre les pays qui ont une responsabilité historique et les pays émergents et en développement. Souligne en fait l'action qui porte sur les autres gaz à effet de serre que le CO2, tout particulièrement le méthane. Le potentiel, il est vraiment important parce que le méthane a une durée de vie courte, une dizaine d'années, et que si on décarbone, on perd l'effet de masque des particules de pollution. Et donc, réduire les émissions de méthane, c'est quelque chose qui permet d'éviter à court terme une pénalité climat et d'avoir vraiment des bénéfices en termes de qualité de l'air via la concentration en surface d'ozone. Et je termine sur est-ce que les décisions de la COP, elles permettent de garder l'espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est l'analyse qui a été faite par un des auteurs du rapport sur Twitter, que je présente. Donc, vous avez là, en fait, les contributions mises sur la table par les différents pays et la traduction par rapport au budget carbone résiduel, donc la possibilité de contenir le réchauffement à un niveau proche d'1,5 degré. Et vous voyez que la possibilité, avec 50% de chance de limiter ce réchauffement à 1,5 degré, par rapport aux promesses mises sur la table et à l'estimation la plus optimiste de la trajectoire qui peut être suivie, en fait, cette possibilité serait fermée dans les années 2030, donc pas cette décennie, mais la suivante. Ce qui permettrait de tenir ce cap, de parvenir à limiter le réchauffement à un niveau très bas, ce serait en fait de diviser par 2 les émissions à horizon 2030. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Dans ce cas-là, en fait, on repousserait le moment où inéluctablement, on aurait épuisé le budget carbone compatible avec 1,5 degré plutôt aux alentours de 2040. Et la condition suivante, c'est vraiment d'atteindre à l'échelle planétaire net zéro autour de 2050. En fait, ce sont ces multiples conditions, donc une diminution forte dans la prochaine décennie, le fait d'atteindre net zéro autour de 2050, qui permettrait en fait d'avoir la possibilité de limiter le réchauffement sans dépassement important autour d'1,5 degré. Voilà, donc je termine en soulignant que c'est la première fois qu'une décision d'une COP mentionne les énergies fossiles explicitement, donc avec une élimination graduelle de l'utilisation du charbon et l'élimination également des subventions inefficaces aux autres énergies fossiles. C'est aussi une décision explicite qui porte sur les enjeux croisés climat et biodiversité, avec les enjeux de protection, de préservation et de restauration des écosystèmes qui hébergent de la biodiversité et qui sont des puits et du stockage de carbone. Et enfin, je vous fournis un certain nombre de liens sur lesquels je me suis appuyée pour cette brève présentation. Donc, les décisions en anglais de la COP26, un certain nombre d'analyses donc en anglais ou en français, avec certains points que je n'ai pas abordés, le fait que la COP26 a terminé le livret de procédure de l'accord de Paris en évitant des doubles comptabilités sur les mécanismes de marché carbone, avec un calendrier commun qui est encouragé à 5 ans sur la révision des contributions nationales, un renforcement des mécanismes de transparence, donc sur les annonces et leur suivi et leur vérification, l'évolution du financement de l'adaptation, le dialogue sur les pertes et dommages, et puis un certain nombre de partenariats qui portent par exemple pour 103 pays sur la réduction à hauteur de 30% des émissions de méthane d'ici à 2030, des engagements assez vagues sur la partie forêt et utilisation des terres, une cinquantaine de pays qui visent une sortie du charbon, un partenariat qui permettrait à l'Afrique du Sud de construire une transition juste pour sortir du charbon, des engagements de 33 pays et 6 organisations à arrêter de financer les énergies fossiles sans captage et stockage à l'étranger, et une alliance pour sortir du pétrole et du gaz, mais seulement d'une dizaine de pays. Merci de votre attention.